Il y a 13 jours, le 14 janvier dernier, le président Ben Ali fuyait le pays. Mais aujourd'hui encore, avec la grève générale et des manifestations, la rue ne relâche pas la pression. Il aura fallu moins d'un mois aux Tunisiens pour faire tomber la dictature. Un pouvoir qui aura tout tenté pour rester en place, et notamment de tirer à balles réelles sur la foule. Seules images de cette répression sanglante, celles qui ont circulé sur Internet, mises en ligne par de jeunes Tunisiens. Et ce soir, nous vous proposons un document rare. Une équipe d'envoyés spéciaux s'est rendue à Kasserine, une ville du centre du pays, où des dizaines de jeunes sont tombés sous les balles des policiers. Nous sommes arrivés quelques jours avant la chute du président Ben Ali, alors que la terreur régnait encore sur la ville. Nous y sommes restés une semaine. C'est la chronique, au jour le jour, de cette révolution, avec ces moments d'exaltation, de colère, de violence que vous allez découvrir avec ce reportage de Gilles Jacquier, Christophe Quinck et Franck Nosal. Tunisie, la révolution en marche. Gilles Jacquier nous rejoindra sur ce plateau. Faites attention, hein. Il est 10 h du matin dans la ville de Kasserine. Nous sommes à 300 km au sud de Tunis. Devant nous, des manifestants prennent d'assaut la prison sous les rafales d'armes automatiques. Le président Ben Ali est parti il y a 12 heures. Dans la rue, la colère explose. Pour tous ces jeunes, les détenus derrière ces murs sont les victimes de la dictature. Dans la foule, des femmes, des hommes. Ils ont moins de 30 ans. Une génération tout entière décidée à obtenir ce qu'elle n'a jamais connu. La démocratie et la liberté. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans cette prison? Il y a des prisonniers. Ce sont des victimes de Ben Ali, de Madame Leïla. Oui, oui. Les jeunes réussissent à enfoncer une porte. Le parloir de la prison est saccagé. Un symbole, comme pour retrouver une liberté de parole interdite depuis 23 ans. À l'extérieur, les émeutiers tentent de forcer la porte principale. Ici, le surnom des habitants de la région, c'est les Frachiches. Ils scandent un slogan, le même, qui résonne dans un stade de foot, les soirs de victoire. Près de nous, un coup de feu retentit. Retranchés à l'intérieur de la prison, les policiers ripostent derrière les barreaux. Devant notre caméra, à découvert, un homme s'avance. Il est touché à l'épaule. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? T'es blessé? C'est une balle? Ils l'ont touché! Ils nous tirent dessus! C'est mon homme! Il est blessé! Les jeunes battent en retraite. L'armée s'interpose. En quelques minutes, les militaires prennent le contrôle de la prison. Ils donnent même l'ordre de libérer tous les détenus. Comme cet homme, porté en triomphe. Ils sont les premiers amnistiés de la révolution tunisienne. Certains sont des prisonniers politiques, d'autres de droit commun. Mais tous étaient condamnés à de lourdes peines. Moi j'ai pris 30 ans pour avoir fait des chèques sans provision. Ça fait 13 ans que je croupis là-dedans, je sais même plus quel jour on est. Figée au milieu de la route, cette jeune femme, c'est sa foi. Elle manifeste depuis le début de la révolte, depuis 3 semaines. Sa foi savoure l'instant. Malgré le carton
touche malgré la police, je ne suis pas peur. Et tous les gens ici n'ont pas peur parce que le pouvoir de Ben Ali est tombé. C'est tout. Elle a 26 ans et n'a connu que le régime de Ben Ali. 23 ans de dictature. Safwa, si je dis que tu es une révolutionnaire, tu me dis quoi? Comment ces jeunes ont-ils réussi à changer l'histoire de leur pays? Avec eux, nous avons vécu les derniers jours du règne Ben Ali et la chute du régime. La première révolution du monde arabe. Nous arrivons dans les faubourgs de Kasserine, 2 jours avant la chute du président Ben Ali. Ici, la répression aurait fait des dizaines de morts. Sur la route, première image de la contestation. Ces jeunes qui bravent le couvre-feu. Reste à distance. Reste à distance. Ils nous laissent passer. Direction l'hôpital pour évaluer le nombre de victimes. Le directeur de l'établissement nous autorise à filmer, mais il ne veut pas donner de bilan. Vous pouvez aller voir les gens qui ont été blessés lors des événements? Oui, j'ai dit qu'il y a quelques cas, on va voir si vous voulez. Oui. D'accord. Venez, il ne dit pas tout. Dans cette chambre s'entassent 5 jeunes. Ils ont tous été blessés par balle et accusent la police. Il voulait nous tuer, c'est tout. S'il tire à balles réelles, c'est qu'il voulait tuer. Il n'avait que ça en tête. Il n'avait aucune chance. Le policier, il était assis. Il laissait les pilleurs voler les marchandises dans notre magasin. On lui a dit que nous étions les propriétaires. Et c'est sur nous qu'il a tiré. D'abord sur mon frère, ensuite sur moi. Tous leurs témoignages concordent. Les policiers sèment le chaos. Objectif, les faire passer pour des fauteurs de troubles, voire des terroristes. Les policiers ont tiré sur mon fils, puis ils dansaient en criant victoire alors qu'il baignait dans son sang. De quoi était-il fier? Ils étaient 6 autour de lui. Cette infirmière travaille dans le service de réanimation et elle ne décolère pas. Depuis 2 semaines, elle voit passer des dizaines de victimes. On a vu un bébé d'1 an tué par balle. Il est mort sur place. Et un autre de 7 mois, un bébé de 7 mois arraché des bras de sa mère dans un hammam, lui aussi tué par balle. Catastrophe. Des accusations graves, difficilement vérifiables. Mais seule certitude, l'hôpital pratique une chirurgie de guerre. Ici, un chiffre circule avec insistance. Il y aurait plus de 60 morts. La plupart des victimes vivent dans le quartier le plus pauvre de la ville, à Ezour. À notre arrivée, la tension est palpable. Et les gars, il y avait un sniper là-haut. Il a vu votre voiture arriver. Il a pris la fuite. Vite, venez par là. Entrez dans la maison. Malgré le danger, la famille Saadaoui s'est rassemblée pour une veillée funèbre. Tous pleurent Walid, tué la veille, lors d'une manifestation. C'était un copain, tout le monde le connaissait, j'imagine. Ouais. Celui-là, c'est son frère, celui-là. D'accord. Je suis l'aîné. C'est vous l'aîné de la famille? Oui, je suis l'aîné de la famille, c'est mon frère. Il a 28 ans. Anouar a toujours du mal à y croire. Pour lui, aucun doute, la police a assassiné son frère. Comme preuve, il nous montre le rapport d'autopsie de l'hôpital. Ouais. Conclusion, à la fin. Ouais. La mort de la nommé Walid Ben Rachid Saadaoui, né le 16 3 1982, est en rapport avec une blessure iliaque droite causée par un projectile d'arme à feu. Ce sont des professionnels, ce sont des tueurs d'élite. Ils font des coups mortels.
la tête et le cœur. S'il te tire dans les mains, il te fait une autre balle dans le cœur ou une autre place. Le frère d'Anouar était maçon au chômage. Une précarité qu'il ne supportait plus. Mon fils n'arrêtait pas d'aller à la mairie et chez le gouverneur pour les supplier de lui donner un travail. Mais il y avait toujours la même réponse, il n'y a rien pour toi. Walid était sur les nerfs, il enviait les gens qui avaient des salaires, et lui, il n'avait pas un sou. Pendant ce temps, à la télévision d'État, Ben Ali tente de justifier la répression. Il promet une baisse des prix. Dans la famille d'Anouar, ces arguments laissent indifférents. Eux n'ont plus rien à perdre. Le peuple est malade. Le peuple en a marre de Ben Ali et de son gang. Et de la famille de sa femme, les Trabelsi. Moi je dis que la famille Trabelsi a bouffé le peuple. Ils ont tué son frère, ils ont tué mon frère. Et maintenant ils viennent nous tuer dans nos maisons. Le lendemain, nous retrouvons Anouar au marché. Il veut nous montrer la misère de son pays. Sur les étals, quelques fripes, un peu de nourriture et surtout des vendeurs démunis. Cet homme, des bons du thé, des œufs, un peu de cigarettes. En 2011, c'est la Tunisie, la réalité. Tous ces vêtements d'occasion sont entrés en fraude dans le pays. Et pour avoir le droit de les vendre, les autorités locales rançonnent les commerçants. Montrez-moi, monsieur, vous me disiez ça, c'est toute une vie. Bien sûr, c'est toute une vie. 500 milli. 500 milli, soit 25 centimes d'euros. Un prix bien trop bas pour faire des bénéfices. La police parfois venait. Bien sûr. Oui. Si elle, parce que les gens sont pas. Si il ne paye pas le policier et la municipalité, il est mort. Il est mort. Il est mort. Regardez les visages de ces gens. Regardez. Regardez les visages de ces gens. Regardez cette femme. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Elle n'a rien à manger, celle-là. Elle n'a rien à manger. C'est contre cette misère que le frère d'Anouar manifestait. Que va-t-on devenir? On continue de combattre l'État. Arrête, dis pas ça. Non, il faut continuer. Le miracle économique tunisien n'est jamais arrivé jusqu'à Kasserine. Le carrefour central de son quartier a été rebaptisé, la place des Martyrs. Comme chaque jour depuis 2 semaines, la manifestation démarre d'ici. Anouar n'avait jamais encore défilé. Cette fois-ci, il se laisse entraîner par le cortège. Au pas de charge, les habitants de Kasserine, ces frachiches des quartiers déshérités, défient le pouvoir. Et tous exigent la fermeture des commerces. Il faut sortir avec nous, parce que le temps n'est pas le temps de rester et prendre un café et parler, on se discute. C'est le temps de la lutte. Le mouvement prend de l'ampleur et de nouveaux visages apparaissent, avocats en tête. Je suis avocat pauvre. C'est l'égalité, la révolution. Nous sommes l'application de la loi. Nous sommes la justice sociale. Les laissés pour compte donnent de la voix, mais Ben Ali est toujours au pouvoir. Pour précipiter sa chute, ils ont leurs propres armes. Les téléphones portables et le web.
nous avons rendez-vous avec des internautes activement recherchés par la police. Un rendez-vous discret au domicile d'un jeune homme, quelque part dans la banlieue de Kasserine. Allez-y, on vous suit. On rentre avec vous. Notre contact, nous l'appellerons Malik. Il fait partie de ces jeunes diplômés chômeurs qui contournent la censure des médias, avec son ordinateur et Internet. Depuis le début des émeutes, Malik filme la répression sanglante. Le premier mort de Kasserine, le voici. C'est Salah, son ami. Un garçon de 19 ans tombé sous les balles d'un policier le 8 janvier. Je connais bien cela. C'est mon ami. Je veux que tout le monde connaisse l'histoire de mon ami Salah. Ici, à Kasserine, tout le monde aimait ce garçon. C'était le petit frère de tout le monde. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, on allait le voir. Et lui, il était très attristé par ce qui se passait ici. Il ne pouvait pas se taire, parce que c'était un jeune homme digne. Cette image, il l'a postée sur Internet pour qu'elle fasse le tour du monde. Avec un groupe d'amis, Malik s'est improvisé journaliste. Tous sont férus d'informatique, diplômés d'université. C'est eux qui ont fait connaître la révolte. Ils ont filmé les premières manifestations, les premiers coups de feu, avant de les mettre en ligne. Leur objectif, briser le silence. Je n'en revenais pas. Mes amis n'étaient au courant de rien. C'était affolant. Affolant. J'en étais bouche bée. Alors j'ai commencé à faire des vidéos avec des commentaires et je les ai envoyés à tous mes amis tunisiens dans toutes les villes, à Sousse, à Gorba, à Tunis, pour les informer. Je devais faire passer le message. C'était un message important. Tout le monde devait savoir ce qui se passait à Kasserine. Problème, le gouvernement tunisien a bloqué l'accès des sites internet qui hébergent des vidéos. Pour contrer la censure, Malik va entrer dans le réseau Anonymous. Un groupe de cybermilitants né aux États-Unis qui luttent pour la liberté d'expression à travers le monde. Le réseau va fournir à Malik un système lui permettant de poster ses vidéos sur les sites censurés par la dictature. C'est un outil, c'est un logiciel pour débloquer les sites fermés par le gouvernement pour que tu puisses accéder au YouTube, Dailymotion. Alors, à travers ces sites internationaux et populaires, tu peux passer tes vidéos, tes messages, alors tout le monde puisse voir ce que tu veux. En quelques jours, Anonymous a armé plus de 4000 cybermanifestants tunisiens. Désormais, les images des exactions de la police à Kasserine circulent sur Internet. Elle provoque la colère dans tout le pays. La révolution est en marche. À l'autre bout de la ville, devant le commissariat, 150 policiers en civil attendent les ordres près de leurs autocars. Que répondent-ils aux accusations d'avoir tiré sur la foule? Bonjour, messieurs. Nous les approchons avec une caméra cachée. Et vous savez ce qui se dit dans la ville? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se dit? Que la police a tiré sur les gens. Bon, monsieur. Alors, les balles viennent d'où, monsieur? Du ciel. Du ciel? Non. Du ciel, oui. Je crois ça. Nous n'obtiendrons rien de plus. Vous voulez pas parler? Alors que nous discutons avec les policiers, une jeune femme, apparemment sans crainte, s'approche pour écouter. C'est sa foi. D'accord. Okay. Et devant notre caméra, la jeune diplômée ne va pas mâcher ses mots. Bonne journée. Lorsque les jeunes parlaient autrement et dit on a besoin de travailler, ils tuaient tous les jeunes. Si on regarde les gens qui... Avec une licence de droit en poche, elle voulait devenir avocate. Mais la dictature de Ben Ali a brisé ses rêves. Beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Et alors pourquoi toi tu as pris aujourd'hui le risque de parler? Je ne pars pas parce que j'ai 4 ans en chômage. Alors, je suis mort avec les victimes ici, mais je parle, je ne fermais ma bouche.
je parle et je dis la dictature Ben Ali, il suffit de dégager. Ça va, on y va alors, on y va. À l'approche du couvre-feu, elle nous invite chez elle. Safwa ne le sait pas encore, mais dans 2 heures, Ben Ali va quitter le pouvoir et s'enfuir du pays. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2011. Devant la télévision, toute sa famille est inquiète. Il y a fermé les aéroports. Sur Al Jazeera, une télévision arabe, des images de Tunis tournent en boucle. La manifestation du jour a été violemment réprimée. C'est l'état d'urgence. Désormais, le pays est coupé du monde. L'inquiétude se lit sur les visages et chacun redoute le pire. C'est grave, c'est grave. Maintenant, la Tunisie, on est dans la guerre maintenant. Ça y est. Tout à coup, une information en bas de l'écran et l'espoir renaît. Le gouvernement tunisien va faire une annonce très importante. Dalel, la cousine de Safwa, n'en croit pas ses yeux. Elle se précipite dehors pour annoncer la nouvelle. C'est sans doute une démission. Vous avez bien lu comme moi, il parle d'une décision de la plus haute importance. Entre excitation et confusion, comme une traînée de poudre, l'information se répand. Dans le quartier, tout le monde s'interroge. Et puis la nouvelle tombe. C'est officiel, Ben Ali s'est enfui. Après un mois de lutte, Safwa savoure la victoire. Oui, ça y est, on est content maintenant. Pour les Frachiches, c'est un triomphe. La rue a été plus forte que le système Ben Ali. Il y a le couvre-feu, Ouais. c'est pas grave. C'est pas grave maintenant, j'ai pas peur maintenant. C'est terminé. C'est terminé maintenant. Oui, c'est terminé maintenant. Ben Ali est quitte, on dégage la piste à cause de Kasserine, à cause de Frachiche, à cause de Frachiche, Kasserine, c'est Ben Ali, quitte-le. Ouais. Libres, ces jeunes Tunisiens s'attaquent au symbole d'un régime honni. Cette stèle commémorait l'arrivée au pouvoir du président Ben Ali en 1987. Désormais, les militaires vont devoir assurer le maintien de l'ordre. Cette nuit, les soldats fraternisent avec la population. Mais demain, leur mission va devenir beaucoup plus compliquée. Samedi 15 janvier, premier jour sans Ben Ali. Pour la première fois depuis le début de la révolte, Safwa et son cousin s'accordent un moment de répit. De dégagement de Ben Ali. C'est ce matin que les jeunes se sont donné rendez-vous devant la prison. Rappelez-vous, nous les avons filmés au moment où ils libéraient les 500 détenus qui s'y trouvaient. Pour les habitants de Kasserine, l'histoire n'est pas finie. Certains veulent régler des comptes. Les premières cibles de l'après-Ben Ali, un homme d'affaires. Sur place, les membres de la famille sont encore sous le choc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une guerre ici. Qu'est-ce qu'il y a eu la guerre? La propriété a été la cible d'une attaque en règle. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parmi les voisins, un groupe de 200 personnes s'est formé. Ils ont cassé la porte et sont entrés ici. Ils sont venus voler. Ce sont des pilleurs. Ils voulaient tuer le patron et voler ses biens. Les assaillants ont tout saccagé. Le bureau a été incendié.
Et même le coffre-fort n'a pas résisté. 1 million d'euros auraient été volés. Voilà ce qu'il reste de la maison où vivait le propriétaire avec sa femme et ses 2 enfants. Le patron, c'est lui, Ali Guerriri. Les habitants en ont fait un symbole du système Ben Ali. Pour eux, sa fortune personnelle, il la doit au président et sa femme, Leila Trabelsi. Les gens pensent qu'Ali travaille avec les Trabelsi. Voilà pourquoi ils sont venus ici. C'est une rumeur qui circule à Kasserine. Les jeunes avaient des soupçons, voilà pourquoi ils sont venus ici pour le tuer et tout voler. La famille de Leila Trabelsi contrôlait tout le secteur agroalimentaire de l'économie tunisienne. Alors, pour faire des affaires, il fallait forcément négocier avec le clan. Mais Ali Guerriri est-il pour autant leur complice? Pour le savoir, direction l'hôpital de Kasserine. Blessé lors de l'attaque, c'est ici qu'est soigné le businessman. Il ne doit son salut qu'à l'intervention de l'armée. Ils m'ont tiré dessus en pleine face. Je me suis retourné et j'ai reçu du plomb dans la nuque. Et je suis tombé. J'ai dit au colonel, protégez mes biens, protégez mes 7 voitures parce que j'ai beaucoup de voitures. Il m'a répondu, écoute mon gars, je peux rien pour toi. Aujourd'hui sous bonne garde, Ali Guerriri réfute tout lien avec la famille de Leila Trabelsi. Vous allez continuer les affaires? Non, non. Vous arrêtez? Non, j'ai plus rien à faire ici, j'ai plus d'avenir. Je vais m'exiler sur une île. C'est fini. Dès que je sors d'ici, je prends ma femme et on part ailleurs. Pas sûr qu'Ali Guerriri puisse rejoindre son île. Pour se défendre, il a ouvert le feu sur les assaillants avec des armes non autorisées. L'armée l'a placé en état d'arrestation. Mais en ville, il n'est pas le seul en danger. Deux jours ont passé depuis la chute de Ben Ali. C'est l'heure des règlements de compte à Kasserine. Des tireurs isolés sont toujours là. Dans la foule, sa foi ne décolère pas. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de pain, mais nous irons chercher les tueurs. Ils doivent répondre des crimes qu'ils ont commis ici. Oui, nous nous vengerons de la police. Une chasse à l'homme commence dans les rues de la ville. Les militaires sauvent in extremis un policier que la foule était en train de lyncher. Harcelés, les soldats tirent en l'air. À tout moment, la situation peut déraper. Cet homme a été capturé par la population alors qu'il tentait de s'enfuir à bord d'une voiture remplie d'armes. Elles sont où tes affaires? Là-bas, je sais plus. La peur a changé de camp. Tes armes, elles sont où? Sauvez-moi, ils vont me lyncher. Et sa foi, la rebelle, vient le défier du regard. En signe de mépris, une chaussure vole. L'armée est applaudie. Elle a toujours refusé de participer à la répression. Mais la foule n'a pas dit son dernier mot. Objectif, un bâtiment 400 mètres plus loin. Cessez le feu! Posez vos armes, c'est un ordre de l'armée. Sont tous les gardes de Ben Ali. Derrière ces murs sont réfugiés des hommes de main de Ben Ali. Ils sont une quarantaine. Une fois encore, l'armée s'interpose pour éviter le pire. De l'autre côté de la rue, des hommes montés sur les toits lancent des insultes et demandent justice. Et voici ceux que les militaires tentent de protéger. Ils font partie de la garde présidentielle,
Des hommes sous les ordres directs de Ben Ali. Nous profitons de la confusion pour nous glisser dans la cour du bâtiment. 2 secondes qui vont nous permettre de saisir une image. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il est strictement interdit. Ok. Cet homme porte 2 armes. Dans son dos, une mitraillette. Devant, caché sous une couverture, un fusil de précision, de tireur d'élite. Ce sont eux que la population accuse d'avoir tué plus de 60 personnes pendant la révolte. Quelques instants plus tard, Anouar et Safwa, comme tous les autres, laisseront l'armée évacuer dans leur char 45 membres des forces spéciales de la garde présidentielle. Nous sommes le 16 janvier 2011, 48 heures après le départ de Ben Ali. La foule entonne l'hymne national tunisien. Qui a réalisé ce reportage et qui rentre de Tunisie, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Alors Gilles, donnez-nous des nouvelles de ces 2 jeunes, Safwa et Anouar, avec qui vous étiez pendant près d'1 semaine. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'ils se sentent donc définitivement libres de leurs paroles, libres de leurs mouvements? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où est partie cette révolte. C'est une révolte de la misère. Donc, eux, leur première préoccupation, c'est de retrouver du travail. Aujourd'hui. Donc, Anouar, lui, il est parti dans le nord, à Bizerte, pour travailler comme garçon de café. Et Safwa n'arrête pas de faire le siège du bureau du gouverneur pour essayer de vendre un projet qui est là pour développer des huiles essentielles avec des plantes sauvages qui sont très importantes dans la région. Elle a été diplômée de droit. Elle a été diplômée de droit. Alors le problème, c'est que depuis que je suis parti, la police est revenue à Kasserine. Et beaucoup de jeunes qui étaient au cœur de cette révolte ont été arrêtés. Notamment, c'était le cas de Safwa. Elle a passé 4 heures dans un poste de police. On l'a interrogée. Une fois que vous étiez parti? Une fois qu'on est parti. Alors, il y a de nouvelles manifestations qui sont parties de Kasserine à nouveau. Il y a un mouvement qui est parti il y a 2 jours de Kasserine et qui est monté sur Tunis pour réclamer cette liberté. Parce qu'ils pensent que, bien sûr, tout peut revenir. C'est très fragile. Tout peut revenir comme avant. Gilles, vous êtes la seule équipe de télévision à avoir filmé la révolution à Kasserine. Kasserine, c'est une ville importante de Tunisie. C'est là où la répression a été la plus sanglante. Comment est-ce que vous expliquez si peu d'images et si peu d'informations? Il y a 2 révolutions. La révolution qui s'est passée sur le terrain, mais après à Tunis, tous les médias, les grands médias se sont concentrés sur la capitale parce que c'est le centre du pouvoir. Donc il y a eu une révolution aussi de palais. Donc les objectifs étaient braqués sur Tunis. Et puis les villes côtières villes touristiques. Les villes touristiques. C'est là où on parlait d'un miracle miracle économique tunisien. Moi, j'ai fait le choix en fait d'aller plus à l'intérieur, à Kasserine. C'est de là où tout est parti. Ça avait commencé le 17 décembre, d'ailleurs, dans une ville voisine, Sidi Bouzid. C'est un petit marchand de légumes qui s'était immolé par le feu. Diplômé lui aussi. Et en fait, la révolte s'est cristallisée ensuite dans cette ville. Ce qui est intéressant aussi dans cette région, c'est que juste à côté, il y a une grande ville qui s'appelle Sabala, de 20 000 habitants. Et les gens ont fait leur révolution il y a déjà plusieurs années en arrière pour essayer de contourner la répression et la dictature Ben Ali. Beaucoup de ces personnes ont immigré en France. Ils vivent tous aujourd'hui à Toulouse. Et dans chaque famille, on retrouve un franco-toulousain, un franco-tunisien qui est à Toulouse et qui ramène de l'argent dans ce village. Donc c'était aussi très intéressant de voir pourquoi cette révolte était partie dans cette Tunisie agricole. La révolte de la misère. Merci Gilles. Merci Gilles. Et maintenant, c'est un phénomène de société.